Je remercie très vivement l'association Simone de Beauvoir de m'associer à cette remise du prix qui est destinée à Asli Erdogan. Alors pour moi, c'est vraiment un plaisir et un honneur. Et ça rejoint, comme vous venez de le dire, mes engagements en faveur de la liberté des intellectuels qui sont très menacés en Turquie par le régime au pouvoir. Alors je suis également touché et très impressionné, je dois le dire, d'être là aujourd'hui à côté de quelqu'un comme Asli Erdogan, car comme beaucoup de Français à l'époque de son incarcération, j'ai suivi avec inquiétude ses déboires. Et j'ai alors découvert son œuvre littéraire, âpre et exigeante, et son parcours, d'abord de physicienne, puis d'écrivaine et de militante des droits de l'homme. Elle est redevenue, pour moi, mais je pense comme beaucoup, pour beaucoup d'autres personnes, une sorte d'incarnation du courage et de la résistance des intellectuels face à la dictature. Elle nous rappelle ici, dans un pays comme la France, à quel point la démocratie est une chose fragile et à quel point il faut lutter si on croit encore à des valeurs de justice et d'émancipation. Alors moi, je précise tout de suite, je ne suis pas spécialiste du tout de la Turquie, je ne suis pas spécialiste de littérature, encore moins de littérature turque, et je ne suis pas spécialiste de questions de genre. Bon. Mes domaines de recherche, bon, un petit peu, ça a été la communication pendant un moment, mais bon, je suis sociologue des sciences et surtout, je travaille sur les questions d'environnement. Mais ça fait en fait plus d'un an que j'ai commencé à m'impliquer activement dans l'aide en faveur des universitaires et des étudiants menacés en Turquie, avec le soutien de mon université, soutien très actif, notamment en invitant en France des collègues qui risquaient la prison en Turquie, de manière à leur permettre de s'exiler, disons, dans des conditions les plus correctes possibles. Et depuis, j'ai pu nouer des contacts avec des exilés, donc, et avec des associations, et comprendre progressivement à quel point la situation des journalistes, des universitaires, des étudiants, des artistes, ainsi que celle de l'ensemble des intellectuels, était difficile dans ce pays. Alors, comme tout le monde ici n'est pas forcément au courant de ce qui se passe en Turquie dans le détail, je vous propose une rapide mise en contexte, avant d'aborder plus spécifiquement le thème de la place des femmes. Alors, en janvier 2016, plus de 2000 personnes ont signé une pétition pour la paix, demandant l'arrêt des actions militaires menées par l'État au Kurdistan de Turquie. Pour avoir signé cette simple pétition, dans certains cas c'est une pétition papier, dans d'autres cas ça a été une pétition en ligne, un simple clic. Donc pour avoir signé cette simple pétition, les signataires, qui étaient principalement des universitaires et des étudiants, et majoritairement des femmes, ont fait l'objet d'un décret de loi qui les a limogés de leur poste, avec la liste de leurs noms publiée sur Internet. Certains ont eu alors leur passeport confisqué, et plus d'une centaine de personnes sont en procès pour apologie de terrorisme et risquent des années de prison. Le pouvoir turc s'est appuyé sur le coup d'État manqué de juillet 2016 et sur l'état d'urgence pour légitimer et accentuer surtout ce mouvement de répression, et c'est plus de 7000 personnes qui se retrouvent aujourd'hui sans travail, donc sans salaire, qui n'ont plus le droit de travailler dans la fonction publique, mais ce qui revient également à les empêcher de trouver un poste dans le secteur privé, parce qu'évidemment les entreprises craignent les représailles du régime. Si les chiffres, même si ces chiffres, enfin, l'ensemble des chiffres sont difficiles à vérifier, on parle de dizaines de milliers d'étudiants en prison en ce moment en Turquie, de plus de 150 médias fermés, d'une trentaine de maisons d'édition également fermées suite à un décret gouvernemental. Cette purge, elle s'étend également à la justice, à tout le secteur éducatif, ainsi qu'à Internet, puisque l'encyclopédie en ligne Wikipédia est bloquée en Turquie. La délation et la répression se sont installées sur les campus, y compris au sein de l'université francophone de Galatasaray, qui était fondée à Istanbul par un accord entre la Turquie et la France. Michel Vivorka a d'ailleurs dénoncé cette répression dans une lettre ouverte au recteur de l'université de Galatasaray en décembre dernier. Il y a eu plusieurs suicides d'enseignants, ainsi que la dramatique grève de la faim de 2 enseignants limogés, Nuriye Gulmen et Semia Osaka, qui dure depuis plus de 300 jours. 300 jours. Tout ça dans l'indifférence relative, disons, des démocraties occidentales. On peut enfin citer les artistes, peintres ou poètes jetés en prison dès qu'ils posent un regard critique sur la société turque. C'est le cas par exemple de la peintre et journaliste Zehra Doğan, condamnée à 2 ans de prison en 2016 pour ses œuvres qui dénonçaient la guerre au Kurdistan turc. Donc les conséquences de cette répression, elles sont énormes. Les sciences et la littérature, qui sont 2 aspects importants du parcours d'Asli Erdogan, font l'objet d'une attention particulière de la part de la dictature, c'est le moins qu'on puisse dire. Le régime en est quand même arrivé à interdire l'enseignement de la théorie darwinienne de l'évolution au nom des valeurs islamistes. Tout comme il a retiré récemment 140 000 livres d'1 millier de bibliothèques gérées par l'État. Les ouvrages de Spinoza, d'Albert Camus ou encore de Louis Althusser ont ainsi été accusés d'apologie de terrorisme.
et sont interdits. Par ailleurs, le régime turc tente d'internationaliser sa répression à l'égard des scientifiques. Alors en effet, le TÜBİTAK, c'est l'équivalent du CNRS en Turquie, a diffusé en mars 2017 une circulaire auprès de toutes les revues à comité de lecture, y compris auprès des revues internationales. Cette circulaire exige de ces revues qu'elles éliminent de leur comité de rédaction ou de leur conseil scientifique les universitaires qui étaient exclus de la fonction publique en Turquie. Alors, cette démarche elle est évidemment inacceptable d'un point de vue scientifique et éthique, mais elle montre clairement la volonté du pouvoir turc de donner une dimension internationale à la répression des universitaires. Et là, il s'agit finalement d'une mondialisation à l'envers, qui consiste à ajouter à la mort civile des universitaires dans leur pays une mort scientifique visant à les faire disparaître de la scène académique internationale. Alors enfin, le 24 décembre, 2 décrets signés par le président Erdogan ont encore durci l'état d'urgence. Près de 3000 nouveaux fonctionnaires, cette fois-ci des policiers, des militaires et encore des universitaires, ont été limogés. Pire encore, le second décret accorde l'immunité à tous les civils, quelle que soit la nature de leurs actes, dès lors qu'ils agissent au nom de l'antiterrorisme ou pour prévenir une tentative de renversement du gouvernement. Concrètement, c'est un permis de tuer impunément tous les opposants au régime qui a été signé à ce moment-là. Donc le contexte de la Turquie contemporaine, c'est celui d'un territoire transformé en prison, d'une dictature basée sur le culte de la personnalité, et qui prétend organiser la totalité de la vie intellectuelle, artistique et institutionnelle au nom de valeurs religieuses et nationalistes, et de tout un ensemble d'idées totalement ubuesques. Cette dictature, elle s'appuie aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une rhétorique de la mise en liste. Liste de livres interdits, liste de personnes à sanctionner. Cette obsession pour les listes fait froid dans le dos pour tous ceux qui n'ont pas oublié l'usage des listes de noms durant la période nazie. C'est pourquoi je pense, comme Asli Erdogan l'a récemment déclaré dans un entretien lors des rencontres d'Averroès à Marseille en novembre dernier, qu'il est important pour nous, en Europe, d'énoncer le caractère fasciste du pouvoir actuel en Turquie. Alors je reviens maintenant un petit peu à la place des femmes dans ce contexte sombre. Alors j'ai interrogé récemment quelques universitaires femmes qui ont été limogées et qui vivent en exil, soit en France, soit en Allemagne, soit en Angleterre. Bon, je les connaissais parce que j'avais participé à leur exfiltration. 2 d'entre elles sont spécialistes des questions de genre, et l'une a dirigé un centre d'études des femmes dans son université. Je voulais qu'elles me fassent part à la fois de leur vécu d'exilé, de leur perception des difficultés spécifiques des femmes en Turquie, mais aussi de leur savoir scientifique sur tous ces aspects. Alors, premier constat, il faut dépasser les apparences trompeuses des statistiques et inscrire la place des femmes dans l'enseignement dans une perspective historique. Alors, d'après les statistiques, l'université turque comporte plus de femmes en moyenne que dans le reste de l'Europe. Il y a 52% de femmes universitaires en Turquie, contre, si je ne me trompe pas, 37% seulement en France en 2015, d'après les statistiques officielles. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail des chiffres et des positions hiérarchiques qui vont évidemment complexifier tout ça, mais ce que m'expliquait une jeune chercheuse qui a réalisé une recherche sur le rôle des genres dans les carrières universitaires en Turquie, c'est que le parti au pouvoir en Turquie a favorisé l'insertion des femmes à l'université depuis les années 2000 pour leur éviter la précarité dans le secteur privé, afin qu'elles puissent remplir correctement leur rôle de mère au foyer. Son travail comparatif sur les carrières des hommes et des femmes dans la recherche lui a montré qu'après leur premier bébé, les femmes universitaires stagnent dans des postes inférieurs à ceux des hommes, car elles ne peuvent plus alors faire de recherche. Ce clivage, tandis que les hommes, eux, accèdent à des postes à responsabilité dans des proportions très très importantes. Alors, ce clivage de genre, il semble d'ailleurs accepté par 63% des femmes qu'elle a interrogées dans son enquête, et qui disent qu'elles assument ce rôle de bonne mère au détriment de leur carrière. Donc on retrouve ces clivages de genre d'ailleurs dans la progression des carrières, dans d'autres métiers intellectuels comme le journalisme. Alors cette naturalisation des rôles sociaux, elle s'inscrit, d'après ce que ces femmes m'ont dit, dans l'histoire turque, puisque l'enseignement a été autorisé plus tardivement pour les femmes que pour les hommes à la fin du XIXe siècle, et il consistait principalement à former de bonnes mères, et non à promouvoir l'émancipation féminine. À l'arrivée d'Atatürk en 1923, la mixité s'est développée dans l'enseignement, mais elle s'inscrit dans une société qui est restée très patriarcale et qui a conforté les stéréotypes de genre. Et d'après les témoignages que j'ai pu recueillir, ces rôles sociaux genrés restent présents à l'université aujourd'hui, et les femmes sont souvent soumises à des vexations, à l'imposition de normes vestimentaires visant à cacher leur féminité,
sans parler de la forte hostilité des sphères dirigeantes universitaires à l'égard de tout ce qui ne s'inscrit pas dans une stricte hétérosexualité. Une jeune femme qui était maîtresse de conférences avant d'être limogée m'expliquait que dans ce contexte, en Turquie donc, elle s'était toujours sentie en situation de précarité à l'université, car elle cumulait le fait d'être femme et de gauche dans un univers où il n'existait pas de place pour la critique des normes sociales. Elle me disait qu'en dépit de son poste de fonctionnaire, elle avait vécu dans la certitude qu'il s'agissait d'une illusion de sécurité de l'emploi, comme une sorte de rêve qui ne demandait qu'à se dissiper. Elle est aujourd'hui en exil en France, elle ne sait pas du tout ce qui adviendra d'elle dans 6 mois, quand le programme qui l'accueille, donc le programme Pause, sera terminé. Toutes ces femmes insistent évidemment sur la précarité des situations d'exil, qui est renforcée dans leur cas dans la mesure où les femmes exilées doivent passer du temps à s'occuper de leurs enfants, quand elles en ont, alors que les hommes universitaires exilés se consacrent à leurs recherches, ce qui les inscrit évidemment plus facilement dans le pays d'accueil et dans les réseaux scientifiques. Autrement dit, l'exil, lui aussi, est genré. Si on se tourne maintenant du côté des structures institutionnelles, on constate que les centres d'études des femmes ont été et restent actifs dans les universités turques. Donc, comme pour les statistiques de la parité à l'université, ce constat masque cependant le fait que très peu de ces centres de recherche fonctionnaient comme des centres d'études sur le genre, parce qu'en fait, ils se focalisaient sur la santé des femmes et non sur des problématiques féministes. Les membres de ces centres qui avaient un regard critique sur la société ont été éliminés, ont été limogés, quoi. Il y a eu une augmentation des ouvertures de ces centres, dont le rôle est en principe de lutter contre le harcèlement sexuel à l'université. Mais depuis un texte déposé au Sénat, c'est le recteur qui a le dernier mot dans ces affaires, et évidemment, les recteurs sont des hommes, favorables aux positions conservatrices et patriarcales du pouvoir. Mais cette présence entretient une ambiguïté avec les universités européennes, qui continuent de collaborer avec ces centres, où les questions traitées sont superficielles et non politiques. C'est d'ailleurs un problème général de la collaboration scientifique bilatérale avec la Turquie. Depuis la mise en place des purges et de la répression à l'université, le CNRS, l'Agence nationale pour la recherche française, le BRGM, qui est le Bureau des recherches géologiques et minières, poursuivent leur collaboration scientifique avec les institutions turques, parfois dans un cadre ministériel de coopération, sur des thèmes sécuritaires, dans certains cas, et on se demande où sont passées les questions éthiques. D'après mes interlocutrices, les femmes à l'université, mais aussi dans l'ensemble des métiers artistiques et intellectuels, comme le journalisme, sont des cibles privilégiées de la dictature turque. De même que toutes celles et ceux qui ne respectent pas la conception conservatrice de l'hétérosexualité portée par le pouvoir. Mais comme Asli Erdogan le démontre par son action, il faut vraiment souligner la capacité de résistance des femmes en Turquie. Il y a beaucoup, d'après ce qu'on m'a dit, il y a encore beaucoup de manifestations en ce moment. Et il semble qu'aujourd'hui, ces manifestations ne sont plus seulement liées à des positions politiques progressistes, on va dire, de gauche, car même des femmes de droite, liées au milieu conservateur, entrent en opposition, puisque toutes les femmes sont affectées par les politiques de la dictature, qui considèrent tout simplement que les femmes et les hommes ne sont pas égaux. Cette capacité de résistance et d'investissement dans l'action collective qui semble portée par les femmes en Turquie est peut-être une raison d'espérer à long terme une évolution plus positive de la situation. Ce qui est aussi caractéristique des positions des femmes que j'ai pu interroger, alors même si c'est un constat partiel, je ne vous fais pas un bilan sociologique, c'est juste quelques personnes que j'ai interrogées. Donc ce qui est caractéristique de leur discours, c'est que les luttes féministes sont fortement associées à une critique du libéralisme. Pour les femmes avec qui j'ai pu discuter, les difficultés rencontrées dans les métiers intellectuels ne peuvent pas se résumer à une question de genre. Elles doivent impérativement être pensées en relation avec l'enjeu politique plus général de l'émancipation. C'est pourquoi, même en cumulant les difficultés liées à l'exil, elles s'impliquent contre les politiques libérales. Et c'est aussi sans doute parce qu'elles étaient déjà mobilisées à l'intersection des luttes féministes, culturelles et politiques, qu'elles ont été majoritaires dans le groupe des signataires de la pétition pour la paix qui a transformé leur destin. Je terminerai en disant que ce qui se passe en Turquie nous concerne tous en Europe, non seulement parce que la dictature en Turquie, comme je l'ai dit, tente d'internationaliser sa répression contre les intellectuels, mais aussi parce que les forces qui agissent contre l'émancipation et contre la liberté d'expression et d'action dans ce pays agissent aussi dans les nôtres. Et c'est pourquoi il est important, urgent, d'être solidaire de ces luttes d'émancipation. Car nous aussi, nous vivons sous un état d'urgence, maintenant intégré à la loi, qui favorise la restriction des libertés publiques et l'arbitraire de pouvoir. Nous aussi, nous assistons chaque jour au sein des universités et des centres de recherche à la restriction de nos libertés académiques et de nos moyens d'action. Même si nous sommes encore loin d'un régime totalitaire comme la Turquie, évidemment, l'anti-intellectualisme qui sévit en France depuis plus d'une décennie et qui vise notamment les sciences humaines et sociales
qui promeut l'instauration de la précarité dans tous les métiers liés au savoir et à la culture, conduisent dans les universités, dans les écoles, dans les musées, et même à l'hôpital et dans la justice, à une apathie politique, à un conformisme et à l'installation d'injustice dans toute la société française. Les inégalités de genre restent fortes en France, on les a en particulier bien documentées dans les métiers intellectuels depuis les années 70, et l'action exemplaire des femmes que j'ai interrogées, tout comme celle d'Asli Erdogan, doit nous rappeler que les luttes d'émancipation sont globales et politiques, et qu'elles ne peuvent pas se réduire à des dimensions sociétales, comme on dit aujourd'hui, car elles s'inscrivent dans l'ensemble des conflits et des inégalités qui caractérisent nos sociétés. La résistance d'Asli Erdogan et de tous les intellectuels et artistes en lutte en Turquie nous rappelle aussi que nos destins sont liés en Europe. Ce qui agit là-bas agit ici aussi. On ne peut pas se satisfaire, selon moi, d'une vision de la mondialisation réduite à la circulation des marchandises ou au tourisme international qui s'émancipe des frontières. Les réfugiés et les exilés politiques qui frappent à nos portes le font au nom des valeurs d'émancipation, de démocratie que nous sommes censés incarner, en particulier nous en France. C'est pourquoi je voudrais vraiment remercier Asli Erdogan et toutes les personnes qui résistent à la dictature en Turquie ou en exil, car elles nous montrent un chemin de lutte, un chemin sans doute difficile, mais qui est nécessaire. Je voudrais les assurer de notre solidarité active, y compris dans des luttes, des actions concrètes. C'est pourquoi, aujourd'hui, je remercie à nouveau la Fondation Simone de Beauvoir pour la remise de ce prix, qui soutient non seulement un grand écrivain, dont l'œuvre bouleverse notre imaginaire de la Turquie, mais aussi une femme courageuse, qui incarne la vigueur et la pluralité des résistances démocratiques qui sont aujourd'hui nécessaires et urgentes dans toute l'Europe. Je vous remercie.